La Corse et la Sardaigne sont nées il y a longtemps, bien avant les premiers hommes sur cette terre, lorsqu'un morceau du bloc européen, situé entre les Alpes et les Pyrénées, s'est détaché et a dérivé jusqu'au milieu du bassin méditerranéen. Cette mise en place a débuté il y a une trentaine de millions d'années et s'est achevée il y a près de 18 millions d'années. Dès lors, ces îles sont restées séparées des autres terres par un bras de mer, large et profond. Mais la Corse, à cette époque, ne ressemblait pas à l'île montagneuse que l'on peut voir aujourd'hui. Le relief était plus doux, l'île moins élevée. Au nord-ouest, autour de l'actuel Montecinto, la caldeira d'un gigantesque volcan était encore bien dessinée. Vestige du temps où l'île était accolée au massif de l'Estérel en Provence. Des millions d'années se sont alors succédés, avec leurs climats glaciaires, tempérés ou tropicaux, avec leur désordre géologique et leurs secousses sismiques. Des montagnes se sont soulevées, des vallées et des canyons se sont creusés, des morceaux de côte se sont affaissés, tandis que d'autres se redressaient, abruptes, au-dessus des flots. C'est ainsi, par exemple, que l'extrême sud de l'île abrite de nos jours une enclave calcaire, insérée au milieu du paysage granitique de l'île. Il s'agit en fait d'un morceau du fond océanique, jadis soulevé par le jeu de la tectonique des plaques, et qui est passé par-dessus le socle de l'île. Le temps a passé, les éléments se sont apaisés, les terres se sont enfin stabilisées. À la suite de la dernière glaciation, il y a 14 000 ans, la glace qui recouvrait une partie de l'Europe du Nord et des hauts massifs alpins a fondu, libérant des tonnes et des tonnes d'eau. En Méditerranée, la mer est progressivement remontée de près de 100 mètres, noyant des parties de côte. La Corse et la Sardaigne ont alors été séparées par un bras de mer dans ce que l'on nomme aujourd'hui les Bouches de Bonifacio. Puis un jour, il y a 10 000 ans, les hommes sont arrivés par la mer, sur de petites embarcations. La Corse et la Sardaigne entraient alors de plein pied dans l'histoire humaine. Toutefois, le peuplement de ces terres insulaires ne fut ni rapide ni spontané. Durant des millénaires, les hommes sont restés très discrets sur ces îles, effectuant des passages peu marqués et très espacés dans le temps. Car les premiers hommes qui fréquentèrent l'île en ces temps reculés venaient un peu en explorateurs. C'étaient de petits groupes de pêcheurs, peu nombreux, qui se déplaçaient avec quelques frêles embarcations le long du cordon littoral. Ils venaient profiter des eaux poissonneuses de ces rivages pour s'alimenter. Cette période qui suit la dernière glaciation est une période de profond bouleversement. Pendant la glaciation, le paysage de l'Europe, de la France, c'est un paysage de steppe, avec des grands troupeaux de ruminants, des troupeaux de rennes, des troupeaux de chevaux, et les communautés humaines vivent regroupées et chassent ces troupeaux de ruminants. Un petit peu, si je peux permettre une image, à l'image des Indiens d'Amérique du Nord, qui vivent également en tribus et qui chassent le bison. À partir du moment où il y a le réchauffement climatique, la steppe se transforme en forêt. Et là, le gibier n'est plus du tout le même. On n'a plus ces grands troupeaux de ruminants, on a du gibier de forêt. Et les groupes humains vont se morceler pour subsister, et on va avoir des groupes recentrés sur la famille, des toutes petites bandes qui vont chasser un gibier désormais plus difficile à capturer. Et c'est dans ce contexte-là de mobilité accrue que l'on va voir des groupes venir fréquenter les rivages des îles, des petits groupes familiaux. Pendant quelques millénaires, les groupes humains se succèdent ainsi sur les rivages de la Méditerranée et viennent fréquenter la Corse à la belle saison, c'est-à-dire durant le printemps et l'été, en évitant la fin de l'automne et l'hiver, qui sont des moments où de violentes tempêtes peuvent éclater. Une fois sur place, certains de ces groupes humains pénètrent à l'intérieur de l'île et cherchent même à s'y implanter. Mais la Corse est alors une terre très pauvre en gibier et en plantes comestibles. Il y avait eu jadis une faune importante dans l'île, et même du gibier assez abondant sous la forme par exemple d'un petit cervidé, le Megacéros casioti.
Mais les changements climatiques successifs ont eu raison de ces espèces animales qui se sont toutes éteintes au cours des âges. Lorsque les hommes découvrent l'île, le seul mammifère terrestre de taille acceptable qu'ils rencontrent est un petit lapin d'une quinzaine de centimètres, le Prolagus. Aucune céréale ne pousse à l'état sauvage et la plupart des fruits des forêts d'aujourd'hui n'existent pas encore. L'implantation de communautés humaines s'avère donc problématique. La Corse souffre d'un déficit alimentaire à cette époque. En fait, toute la grande faune que l'on connaît aujourd'hui, les cerfs, les sangliers, tous ces animaux ont été introduits par les hommes. Même les renards, même le loir. Ce sont des animaux qui ont été introduits dès la préhistoire, au cours de l'Antiquité, au Moyen-Âge. Mais à l'époque des premiers pêcheurs, il n'y a pour ainsi dire que le Prolagus, ce petit lapin, et puis sinon il y a quelques ressources marines, puis à part ça, quelques oiseaux. Même au niveau des baies, la plupart des arbres fruitiers que l'on connaît aujourd'hui, les châtaigniers, les oliviers, tout ça, ça n'existe pas. Donc il y a un vrai déficit alimentaire. Alors les populations qui vont essayer de s'établir dans l'île vont beaucoup manger de Prolagus, beaucoup manger ce lapin. Mais là, ça pose un problème. On a vu ça avec les colons qui sont allés aux États-Unis, par exemple, peupler l'Amérique du Nord. Ces colons ont souffert très rapidement de malnutrition. Et les Indiens les ont sauvés, on dit, parce que les Indiens leur ont donné le maïs. Et effectivement, on ne peut pas baser un régime alimentaire sur un seul animal, par exemple le lapin. C'est ce qui est arrivé aux populations américaines, enfin les premiers colons dans le nord, au niveau du Canada, qui sont effectivement arrivés, ils ont commencé à manger du lapin, le lapin pullulait, les Indiens ne le touchaient pas. Ils ont mangé beaucoup de lapins et puis ils ont commencé à tomber malades au bout de quelques mois, tout en mangeant du lapin. Et ils sont tombés malades parce que, en réalité, manger du lapin, ça ne permet pas de subvenir aux besoins nutritionnels des êtres humains. On a besoin de nutriments très variés. Et donc on ne peut pas subsister en ne mangeant que du lapin, par exemple. Et ce problème-là, les populations mésolithiques de Corse ont dû le rencontrer. La colonisation de la Corse et de la Sardaigne a réellement débuté vers 6000 avant Jésus-Christ, lorsque de nouvelles communautés pratiquant agriculture et élevage sont arrivées en provenance d'Italie. Ces premières sociétés débarquent sur les côtes de Corse avec des céréales, le blé et l'orge, et des animaux domestiques, cochons, chèvres et moutons. Elles bâtissent alors les premiers villages, défrichent la terre, plantent et font paître leurs cheptels. Ces communautés s'installent de préférence dans les plaines alluviales, à l'embouchure des larges fleuves côtiers de l'île, là où la terre fertile est abondante. Leur nombre croît et les cheptels comptent désormais des troupeaux de bovins. Peu à peu, ces communautés occupent tout le pourtour de l'île, ainsi que les basses vallées et les plateaux de faibles altitudes. À la différence des communautés nomades précédentes, les néolithiques arrivent avec les moyens de la colonisation. C'est-à-dire d'abord, ils arrivent avec des animaux domestiques, des chèvres, des cochons, des moutons, dans un premier temps, des bovins ensuite. Ils arrivent également avec les céréales, le blé, l'orge, tout de suite, dès les premiers arrivants. Et ils vont transformer le paysage en un paysage agraire, agro-pastoral. Ils vont fonder également des villages sur le pourtour de l'île. Alors ça va mettre quelques siècles, évidemment, mais on va rapidement, à l'échelle de l'archéologie, voir tout le littoral de la Corse occupé. Les nomades, les petits pêcheurs du Mésolithique dont on a parlé précédemment, on a parlé qu'il y avait un déficit alimentaire, mais il y a également un déficit au niveau de leur structure sociale. C'est-à-dire que ce sont des petits groupes familiaux. Et ces petits groupes familiaux, ils se retrouvent rapidement en situation d'isolement en Corse. Alors que les néolithiques, ils arrivent avec des embarcations sophistiquées, capables de transporter les hommes, les animaux, ils arrivent en nombre, et ils vont continuer à entretenir des échanges et renouveler régulièrement cette population.
Voilà, ça, ce sont des conditions un petit peu sine qua non qui permettent une colonisation durable d'une terre éloignée comme la Corse. Durant des siècles, ces sociétés paysannes prospèrent et se répandent dans les vallées et les plateaux fertiles de l'île. Elles commercent aussi avec l'extérieur, comme en témoignent les nombreux vestiges trouvés par les archéologues. Textiles, denrées alimentaires, outils et pierres taillées circulent ainsi entre les villages, à l'intérieur de l'île et au-delà des mers, entre la Sardaigne, la Corse et l'Italie continentale. Lorsqu'on définit le néolithique, on parle toujours d'agriculture et de domestication animale, et de sédentarisation. Ce sont les 3 éléments que l'on met en avant pour définir le néolithique. Il y en a un 4e qu'il ne faudrait pas négliger parce qu'il est tout aussi important, c'est le commerce. En effet, lorsque les hommes sont devenus sédentaires et qu'ils ont commencé à travailler la terre, ils se sont fermés l'acquisition d'un certain nombre de choses qui ne poussaient pas, qui ne se trouvaient pas dans l'immédiat autour du village. Par contre, ils se sont donné les moyens de produire beaucoup pour la population et de produire des surplus. Et donc on va voir très rapidement une spécialisation des gens qui vont se spécialiser dans le commerce. C'est-à-dire qu'ils vont partir avec ces surplus, les échanger contre des choses qu'on ne trouve pas aux environs immédiats des villages. Et ça, ce commerce naissant va être le moteur de la néolithisation. C'est-à-dire que c'est grâce à ce commerce que les communautés néolithiques vont se répandre relativement rapidement depuis l'Est vers l'Ouest, tout le long des rivages de Méditerranée. Grâce à la navigation et au commerce, tout le pourtour du bassin de la Méditerranée se transforme progressivement. Les premières communautés agropastorales étaient nées dans ce que l'on a appelé le croissant fertile, du côté de l'actuelle Palestine, le Liban, le nord de la Syrie, dans une zone où les céréales sauvages poussaient en abondance. La mise en culture de cette manne alimentaire avait permis aux populations de s'accroître considérablement. Les villages devenant trop importants, des groupes étaient partis un peu plus loin en fonder d'autres. Ce faisant, le nombre de villages n'avait cessé de s'accroître et avec eux, la surface cultivée et les pâturages. Ainsi, tous les rivages d'Anatolie, puis de Grèce, d'Italie, de France, d'Espagne, ont progressivement accueilli de nouvelles communautés, pratiquant ce mode de vie si novateur d'agriculteurs et de pasteurs. Le phénomène avait débuté dans le croissant fertile vers 10 000 avant Jésus-Christ. Il toucha les côtes du sud de l'Italie vers 7 000 avant Jésus-Christ, les côtes françaises vers 6 000 avant Jésus-Christ. C'est à peu près à cette époque que les rivages insulaires de Corse et de Sardaigne sont à leur tour investis par de nouvelles communautés agropastorales. Les millénaires passent et la Corse accueille désormais une population importante, évaluée à plusieurs dizaines de milliers d'habitants. L'île connaît une belle prospérité et se trouve insérée dans des réseaux de circulation d'hommes, de matériaux et d'objets. Mais l'avènement du commerce des métaux fait entrer la Corse dans une ère nouvelle, un âge de bronze marqué par la piraterie et les guerres. En effet, les techniques de navigation ont évolué et la mer est désormais sillonnée par des convois de marchandises à la cargaison très précieuse de minerais et d'armes manufacturées. Ces convois ont vite fait d'attirer des convoitises et de nouveaux groupes humains se spécialisent dans l'attaque de ces richesses. Mer de commerce et de libre-échange, la Méditerranée se transforme peu à peu en un champ de bataille. Sur les rives, au nord comme au sud, l'émergence des grands royaumes favorise également la concentration des richesses, tandis que les sociétés deviennent de plus en plus sophistiquées, hiérarchisées et inégalitaires.
Le commerce des esclaves est en pleine explosion, participant activement à l'essor des richesses. Une économie guerrière se met en place. En Corse, les communautés paysannes quittent les plaines alluviales et érigent désormais leurs villages sur des hauteurs, en position défensive. Des fortifications en pierre apparaissent dans presque chaque village. Ces nouvelles places fortes assurent un meilleur contrôle des zones exploitées et un refuge en cas de conflit. Mais elles témoignent aussi d'une organisation politique de plus en plus hiérarchisée, où chaque village se regroupe désormais au pied d'une fortification, siège du pouvoir. La civilisation est née à l'est de la Méditerranée. C'est d'abord entre l'Euphrate et le Tibre qu'on a vu apparaître les premières communautés paysannes, les premiers villages d'agriculteurs et de pasteurs, et dans la foulée les premières villes, et puis les premiers royaumes, en Mésopotamie, c'est-à-dire le Liban, l'actuel Irak, l'Anatolie. Avec ces royaumes, on a vu également apparaître les premières armées, et des armées importantes, de plus en plus importantes, avec des centaines, des milliers d'hommes. Ce mouvement qui est né à l'Est, il s'est propagé en direction de l'Ouest, mais ça a mis beaucoup de temps. Au début de l'âge du bronze, on a le pharaon d'Égypte qui règne sur un vaste territoire, de part et d'autre du Nil. On a les Grecs qui ont pris Mycène. Homère nous raconte la bataille de Troie. Et il y a des bandes de pirates, on va les appeler comme ça, qui attaquent les bateaux, et notamment les bateaux phéniciens qui sillonnent la Méditerranée. Du côté occidental, on n'en est pas encore à ce niveau. C'est-à-dire qu'on a des petits royaumes qui sont constitués le long de l'Italie. Dans les îles comme la Corse et la Sardaigne, on en est encore à un système de chefferie. En Corse, les villages sont entourés de palissades avec un fossé. Il y a un petit château de pierre qui domine la communauté, mais ce château, c'est généralement une grosse tour, très peu de fortifications, et on a quelques guerriers qui défendent les communautés. Devant les villages, sur les voies de passage ou près des champs, des statues de pierre se dressent désormais, comme un avertissement. Vêtues de casques et d'armures, portant épée sur le poitrail, elles forment des fils dans le paysage, comme autant d'armées factices, prêtes à en découdre avec d'éventuels agresseurs. Elles signalent ainsi la présence des communautés et renvoient l'image d'une société guerrière. Les statues menhirs, c'est le témoignage le plus emblématique qu'on ait des sociétés préhistoriques. C'est un témoignage emblématique parce que c'est un témoignage émouvant. Parce que normalement, de la préhistoire, on a quoi? On a des pointes de flèches, des outils en pierre taillée, on a de la poterie, de la céramique. Et là, on a pour la première fois, en tout cas en Corse, des visages humains. Les statues menhirs, ça représente des hommes. Alors, ces hommes, ce sont des guerriers. Que des guerriers. La plupart possèdent des armures ou des plastrons qui figurent sur la poitrine, portent des casques, et un certain nombre de ces statues menhirs figurent des épées sur la poitrine, des poignards à la ceinture. Alors on ne sait pas si c'était des vrais personnages, des personnages ayant existé, si ces statues représentaient un petit peu des héros, étaient faites à la mémoire de chefs qui avaient existé, ou si c'était des personnages un petit peu mythiques. Mais en tout cas, elle nous renvoie une image de ces gens. Quelques siècles passent et la situation se dégrade à l'est de la Méditerranée. L'empire d'Égypte de Ramsès II, puis de son fils Ramsès III, est régulièrement attaqué par des bandes armées de plus en plus nombreuses. Les villes d'Anatolie, de Chypre, de Palestine sont assiégées. Des dizaines de milliers de gens sont réduits en esclavage et alimentent un trafic florissant.
Dans ce contexte de guerre et de razzia permanente, les Phéniciens décident d'abandonner Tyr et s'en vont fonder Carthage en Occident, sur une avancée rocheuse dans le golfe de Tunis. La période des statues menhirs est une période assez courte, quelques siècles. Je dis cela parce qu'on a des preuves, elles apparaissent au début de l'âge du bronze, et puis elles sont érigées à côté des communautés. Et puis on a par exemple à Philytos, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, le château, le village est attaqué. À la fin de l'âge du bronze, les communautés s'en vont, et lorsqu'elles reviennent, pour reconstruire le château, elles vont utiliser des fragments de statues menhirs, c'est-à-dire qu'elles vont les débiter comme des matériaux. Preuve qu'à ce moment-là, ces statues menhirs ne représentent plus rien pour ces populations. Donc c'est un mouvement qui a duré quelques siècles, tout au plus. Qu'est-ce qui se passe à la fin de l'âge du bronze? On a des populations qui vont quitter systématiquement tous les villages fortifiés du littoral. Philytos est abandonné, mais tous les castils qu'on connaît, aujourd'hui on en connaît plus d'une trentaine, sont également désertés à cette époque. Les populations, visiblement, disparaissent, ou plutôt vont regagner des endroits très protégés à l'intérieur de la Corse. Dans cette période qui suit l'âge du bronze et qui précède l'Antiquité et que l'on a l'habitude de nommer l'âge du fer, la situation démographique de la Corse laisse les chercheurs perplexes. Certes, des sites sont connus, sur des plateaux d'altitude, dans des endroits naturellement protégés par le relief, dans les hautes vallées de l'intérieur, avec des concentrations de population assez importantes. Plusieurs centaines d'habitants par village. Mais le nombre de ces sites est assez réduit, très inférieur à ce que l'on connaît pour l'âge du bronze. Faut-il alors considérer que le nombre restreint de villages connus soit lié à nos lacunes de connaissances? Ou est-ce que cela ne suggère-t-il pas tout simplement une réduction de la démographie insulaire? La réponse à ces questions n'est évidemment pas aisée et de multiples interprétations sont possibles. Pour l'archéologue Laurent-Jacques Costa, la réponse se trouve peut-être dans les données des autres rivages méditerranéens, car le phénomène semble commun à l'ensemble des îles. La chose n'est pas propre à la Corse. En réalité, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans les autres îles de Méditerranée, on voit qu'à Malte, par exemple, la civilisation s'effondre et la population semble avoir disparu. Aux Baléares, on a également l'émergence de villages fortifiés avec des fortifications. À la fin de l'âge du bronze, tout ça s'effondre. Il n'y a qu'en Sardaigne où les choses continuent, mais alors là, on voit l'émergence de véritables châteaux forts avec des meurtrières, des ponts-levis, des murs d'enceinte qui montent à 30 mètres de haut, avec plusieurs tours, des tours d'angle, bref, des structures qui sont capables de supporter des sièges. Donc ce qui se passe en Corse est à mettre dans cette ambiance où on devine aisément que les populations sont régulièrement attaquées et même on peut supposer qu'il y a des véritables razzias qui sont organisées contre ces populations avec des prélèvements, c'est-à-dire des populations attaquées qui sont réduites en esclavage. Quel que soit le scénario privilégié, l'évolution de cette Méditerranée de l'âge du fer tend inexorablement vers la montée en puissance des conflits et des affrontements. À l'Est, la situation s'empire d'année en année, et plus aucun royaume n'est désormais épargné par les combats. Au début du 7e siècle avant Jésus-Christ, la plupart des cités-États de Grèce sont en guerre, tandis que toutes celles qui occupaient la partie orientale de la contrée sont assiégées. Les habitants de Phocée ont perdu toutes leurs fermes et leurs gens et se trouvent désormais recroquevillés dans leur cité portuaire, derrière un large rempart, ne pouvant en sortir que par la mer. Ils décident alors de tenter leur chance en Occident, comme l'avaient fait les Phéniciens un peu plus d'un siècle auparavant. Habiles navigateurs, habitués aux longs périples maritimes et possédant ce qui se faisait à l'époque de mieux en matière d'embarcation à rames, les Phocéens arment une flotte importante en direction du détroit de Sicile.
Les navires longent ainsi la Sicile, puis remontent le long des côtes de l'Italie continentale et finissent par accoster sur le rivage sud de l'actuelle France, entre Nice et l'embouchure du Rhône, sur des terres qui n'appartiennent à aucun royaume. Les Phocéens décident de s'implanter sur ce rivage et créent successivement les villes de Nice, Antibes, Marseille, Arles, Avignon. En 665, ils fondent un petit port sur la façade orientale de la Corse, à Aléria. Au début, les Phocéens, visiblement, vont essayer de maintenir leur possession en Grèce, c'est-à-dire de continuer à avoir un royaume un petit peu divisé en deux parties. D'une part, la cité-mère, qui est Phocée, d'autre part, donc, ces nouveaux territoires dans le sud de la France. Et donc, on va avoir des flottes qui vont faire le trajet, les va-et-vient, aller-retour entre le sud de la France et puis la Grèce, et la partie orientale de la Grèce. Alors, bien entendu, le trajet est long, et puis comme on voyage à la rame, on a besoin de faire escale très fréquemment dans des ports. Il n'est pas question de se charger en eau, or un rameur, ça boit peut-être 5 litres d'eau par jour. Ces bateaux, les bateaux phocéens, comptent près d'une centaine de rameurs, donc il n'est pas question de se charger d'une demi-tonne d'eau par jour. Il vaut mieux faire des escales fréquentes. Ça permet de reposer les rameurs et ça permet de se recharger en eau. Et donc de transporter des marchandises qui ont une plus-value. Le problème, c'est que le long entre le sud de la France et la Grèce, toute la côte italienne, sicilienne, est occupée par des royaumes. Et donc il va falloir fréquenter des ports et donc payer une taxe de passage dans ces ports. Et alors ça ne pose pas trop de problèmes au niveau de la Sicile et du sud de l'Italie. En revanche, il y a une grosse société déjà émergente du côté de la Toscane, c'est l'Étrurie. Et les Étrusques, ils ne voient pas d'un bon œil ces flottes marchandes qui passent par leur mer. Et donc ils vont exiger des taxes très importantes, et de plus en plus importantes. Et des taxes qui vont devenir vite rédhibitoires. Et qu'est-ce que vont faire les Phocéens ? Ils vont oser l'impardonnable. Ils vont créer un port en face de l'Étrurie, à Aléria, sur cette côte corse qui n'appartient à personne. Et évidemment, les Étrusques vont très mal le prendre. Les textes antiques, ceux d'Hérodote et de Thucydide par exemple, nous racontent qu'une coalition de navires étrusques et carthaginois attaque les navires phocéens au large d'Aléria, en 545 avant Jésus-Christ. Le combat est violent. Les Phocéens perdent les 3/4 de leur flotte et doivent définitivement abandonner la cité corse. Pour les historiens de l'époque, cette défaite ne signe pas la fin des Phocéens, mais la fin de leur ambition sur le commerce en mer Tyrrhénéenne. Les Étrusques sortent grands vainqueurs de l'opération et s'emparent de la cité d'Aléria. En 259 avant Jésus-Christ, Rome naissante s'empare à son tour de l'île de Corse. Aléria prend alors l'allure d'une véritable cité romaine, réunissant un forum, un marché, des temples et des thermes. Un fort de légionnaires y est bâti et la cité devient la première cité de l'île. À cette époque, Rome est en guerre avec Carthage. La Sardaigne et la Corse revêtent alors un enjeu de taille, car ce sont des plateformes portuaires de première importance en Méditerranée. Carthage négocie la levée d'armées dans ces îles et mène des raids contre les intérêts romains. Les répressions sont violentes. Les textes dont on dispose, qui illustrent un petit peu la période romaine, disent des choses très contradictoires. Et c'est difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, parce que les Romains, de toute façon, n'ont pas écrit pour commenter une situation, mais la plupart des auteurs ont écrit pour justifier une politique. Il semblerait que l'île, au premier temps en tout cas de la colonisation romaine, ne soit pas très peuplée. On avance un chiffre de 30 000 habitants, ce qui est relativement peu.
Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des guerres contre les Romains. Mais en réalité, ce qui ressort des textes, c'est pas que les Corses se soient défendus contre un envahisseur romain. C'est plutôt que les Corses aient joué avec les Carthaginois contre les Romains. C'est-à-dire que les Carthaginois, on est au début dans une vraie guerre entre Carthage et Rome. Ce sont les guerres puniques. Et les Carthaginois possèdent la Sardaigne, visiblement ont pas mal de relations en Corse, peut-être quelques comptoirs, on n'en est pas sûr, mais en tout cas, les comptoirs en Sardaigne, ça on en est sûr, ils ont même des villes en Sardaigne, et ils vont inciter les populations locales à se soulever contre les Romains. Et donc il va y avoir des affrontements dans les premiers temps de la colonisation romaine, mais qui sont des affrontements liés à cette guerre entre Rome et Carthage. Après la Seconde Guerre punique et la défaite des Carthaginois, Rome s'impose comme le leader incontesté de la Méditerranée. Son empire s'étend alors vers la Gaule, l'Afrique, le Moyen-Orient. La Corse perd peu à peu son enjeu d'île stratégique et le calme revient dans l'île. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains fondent Marianne, à l'embouchure d'une lagune, au nord de la plaine orientale, à une centaine de kilomètres d'Aléria. Il s'agit alors d'une petite colonie maritime, abritant quelques 200 ou 300 Romains, vétérans de l'armée. 4 siècles plus tard, Marianne est à son apogée. Cette petite colonie s'impose désormais comme le pôle marchand de l'île, attirant toujours plus d'habitants et se structurant comme une véritable ville romaine. Elle compte alors plus de 10 000 habitants. À la même période, d'autres cités portuaires sont construites en Corse, tandis que le long du littoral et dans les plaines, des villas romaines s'implantent et prospèrent. Entre le 4e et le 5e siècle après Jésus-Christ, de belles églises paléochrétiennes sont érigées en Corse, témoignant de l'implantation dans l'île de la nouvelle religion d'État. Les historiens ne sont toutefois pas d'accord sur l'origine de ce christianisme dans l'île. Certains suggèrent un développement parallèle à celui des villes continentales, alors que d'autres insistent sur l'apport des évêques chassés d'Afrique au début du 5e siècle. Une chose est sûre, la Corse entre à cette époque dans l'ère chrétienne. Mais voilà qu'après plusieurs siècles de paix romaine, l'île sombre dans un chaos terrible. Alors que l'Empire romain s'effondre avec fracas, des bandes armées déferlent sur toute la Méditerranée. Les Vandales, puis les Maures, ravagent le littoral de la Corse. Les cités portuaires sont pour la plupart détruites. Les habitants abandonnent le rivage. Je crois sincèrement qu'on a beaucoup trop exagéré la pression maure dans l'île après la chute de l'Empire romain. Bien sûr, il y a des razzias. Bien sûr, l'île voit ses rivages parcourus de bandes armées. Mais on a trop souvent fait la confusion avec ce qui se passait au temps des pirates ottomans. À l'époque du XVIe, XVIIe siècle, derrière les pirates ottomans, il y a un empire, l'Empire ottoman. Ces pirates sont des corsaires. Ils sont armés par l'Empire et ils attaquent les possessions génoises ou aragonaises dans un but de conquête. Et avec un fond d'ailleurs de guerre de religion. Alors qu'au VIe, VIIe, VIIIe siècle, après Jésus-Christ, on n'est pas du tout dans ce contexte. On n'est pas dans un contexte de guerre de religion et on n'est pas dans un contexte de conquête. Ces bandes armées, elles pillent. Elles ont besoin de la Corse, pourquoi ? Parce que la Corse, on navigue à la rame, et donc la Corse est avant tout une plateforme portuaire. C'est aussi une terre de repli. Donc, à partir de la Corse, elles vont organiser des expéditions dans le sud de la France, sur les côtes italiennes, et pouvoir se replier ensuite en Corse. Donc, elles ont besoin de campements en Corse. Elles ont besoin de zones où elles peuvent s'établir. Mais elles n'ont pas besoin de conquérir la Corse.
Et donc, on a ce patchwork, en fait, lorsqu'on regarde l'île. C'est-à-dire des zones comme Aléria, qui sont occupées par les Maures, où il n'y a plus de population du tout, et les différents petits châteaux, les premiers châteaux, les premières églises qui existaient ont été brûlés, détruits, effectivement. Mais on a aussi des endroits comme Marianne, où là, il y a une concentration de population, et les Maures ne s'y aventurent pas. Et la ville de Marianne va continuer, va traverser toute cette période qu'on appelle le Haut Moyen-Âge jusqu'au début de la période génoise, sans encombre, avec un niveau de vie que l'archéologie l'a démontré, un niveau de vie tout à fait comparable à ce qui se passe dans des belles villes, avec des objets d'importation, de luxe, etc. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si c'est à Marianne que les Pisans vont consacrer une très belle cathédrale au début du XIIe siècle. Preuve donc que là, il y a une communauté qui vit relativement sereinement par rapport au fait qu'elle est située sur le littoral, c'est-à-dire presque en première ligne face à ces raids Maures et autres. À la chute de l'Empire romain, la Corse passe successivement sous l'autorité byzantine puis lombarde, avant de subir de violentes incursions sarrasines autour des 9e et 10e siècles après Jésus-Christ. Mais la documentation pour ces périodes troubles est quasi inexistante. Quelques documents de la papauté révèlent la préoccupation du pape de voir cette île échapper à son contrôle, faute de pouvoir y installer un clergé dévoué et compétent. Au début du 7e siècle, le pape Grégoire le Grand fulmine de voir les sièges épiscopaux d'Aléria et de Sagone abandonnés. L'évangélisation des communautés de Corse semble être en grande partie un échec, et des portions entières de l'île paraissent livrées à elles-mêmes. La Corse souffre d'une désorganisation générale. C'est dans ce contexte pour le moins confus que la Corse subit les incursions sarrasines des 9e et 10e siècles. C'est aussi, au cours de cette période très troublée, que se mettent en place les premiers ingrédients du système féodal insulaire. Certains châteaux sont alors édifiés par des seigneurs, probablement d'origine lombarde ou toscane, mais pour lesquels on ne dispose d'aucune documentation. Le château de la Coasine, sur les hauteurs de la plaine du Fiumorbo, fait partie de ces constructions mystérieuses que la tradition locale attribue à des seigneurs carolingiens. Mais en réalité, cette Corse des Xe et XIe siècles est totalement méconnue des historiens, parce qu'il n'existe pratiquement pas d'archives et que les seuls textes connus ont été rédigés par des chroniqueurs plusieurs siècles après les événements. Leurs chroniques sont alors chargées de légendes et de mythes, et il est bien difficile de différencier l'événement véridique du fait imaginaire. Cela est d'autant plus difficile que les chroniques ont été commandées par des seigneurs qui désiraient avant tout légitimer leur pouvoir en s'inventant de longues généalogies seigneuriales dans l'île. Ainsi, le seul texte que nous connaissons est celui de Giovanni della Grossa, un texte du XIVe siècle qui explique la naissance de la seigneurie en Corse autour d'un personnage romain, Ugo Colonna, envoyé dans l'île par le pape pour en chasser les morts. Selon Giovanni della Grossa, Ugo della Colonna est issu de la vieille noblesse romaine. Un temps en guerre avec la papauté, il se soumet à l'autorité du pape, redoutant les forces de Charlemagne. Il accepte alors de mener une reconquista en Corse et part dans l'île à la tête d'une armée de 1000 fantassins et de 200 cavaliers. Dans le texte du chroniqueur figure alors une description détaillée de toutes les batailles victorieuses de cette armée dans l'île, reprenant Omor, Aléria, Corte, Marianne. Selon Giovanni della Grossa, les fils d'Ugo Colonna furent à sa suite les premiers seigneurs de l'île. Parmi eux, Cinarco devient l'ancêtre mythique des seigneurs cinarchesi. D'autres chroniques en provenance d'Italie placent les origines de la féodalité insulaire entre les mains des marquis toscans, comme les célèbres marquis de Massa. L'histoire est différente, mais s'inscrit toujours dans un contexte d'épopée anti-sarrasine. Le problème est qu'aucun document d'époque ne valide l'existence de ces prétendus seigneurs,
La seule chose que l'on peut affirmer, c'est que les différentes branches seigneuriales en Corse se sont par la suite réclamées affiliées à ces noms prestigieux. Mais les généalogies sur lesquelles elles s'appuient sont truffées d'inconnus. Les origines des grandes familles corses ou européennes sont toujours des origines méconnues. La noblesse part d'un principe, on descend des patriciens romains. Mais il est évident que ce n'est pas parce qu'on s'appelle Agostini en Corse qu'on descend d'Auguste, comme le prétendent plusieurs familles. Plusieurs familles disent on s'appelle Césari, donc on a un rapport avec Jules César, on s'appelle Marc Aurèle dans la famille, donc on descend de Marc Aurèle. Il ne faut pas oublier qu'on a un trou de 70 générations entre Jules César et puis les premières familles connues, qui sont connues à partir du 15e, 16e siècle. Donc les noblesses en général, qu'elles soient corses ou qu'elles soient d'ailleurs, sont des noblesses d'extraction chevaleresque, c'est-à-dire des familles qui s'imposent par la force. Il ne faut jamais oublier que c'est la force physique qui permet à l'homme de dominer la femme et à ce qui va devenir la noblesse de s'imposer à ce qu'on appelle le tiers-état. Et donc, on a des légendes sur les marquis de Massa, on a des légendes sur les Obertenghi, on a des légendes sur des tas de familles qui prétendent se rattacher à des familles anciennes. Les Ornanes s'appellent Ornanes, et puis en 1582, ils deviennent Colonna d'Ornane, parce qu'ils disent on descend des princes romains Colonna. Donc les cousins Istria disent on descend, nous aussi, des Colonna, et ils deviennent Colonna d'Istria. Et on a donc tout un ensemble de familles qui prennent ce nom de Colonna. Bon. Et c'est vrai pour l'ensemble des familles corses qui se rattachent souvent par homonymie à des familles très anciennes, mais on ne peut pas faire le lien entre les Mattei de Centur et les Mattei ducs de Giove, par exemple, à Rome, entre les Gaspari du Cap Corse et les Gaspari romains, si ce n'est qu'il y a l'homonymie. Mais l'homonymie, elle est liée au prénom. C'est pas parce qu'on s'appelle Cipriani que l'on descend des Ciprianes que Dante citait au Moyen-Âge. C'est tout simplement parce qu'on est le fils d'un Cipriano. C'est pas parce qu'on est un Caraccioli qu'on descend des princes napolitains Caraccioli. C'est parce qu'on a un ancêtre qui s'appelle Caracciolo. Donc les origines de toutes ces familles sont des origines, comme pour toutes les familles européennes, qui sont extrêmement floues avant le XIVe, XVe siècle, avec des personnages qui sont toujours légendaires, le fameux comte Boniface qui aurait créé Bonifacio, les fameux Colonna romains, etc. Cependant, même empreint de légende, le texte de Giovanni della Grossa reste pour les historiens une bonne source d'informations, riche d'une multitude d'éléments sur la société féodale. En réalité, Giovanni della Grossa n'a pas tout inventé. Il s'est servi de l'histoire connue et admise de tous, à son époque, pour y incorporer les ancêtres mythiques des seigneurs qu'il défendait. Mais beaucoup d'éléments restent vrais. Il y a aussi toute une série d'informations qui ne concernent pas l'origine des familles et qui témoignent de la mise en place du système féodal en Corse. Giovanni della Grossa dit les seigneurs, en fait, dans la réalité, viennent autour d'Ugo Colonna. Bon, il y a un certain nombre de personnages, Savelli, Nasica, qu'on va retrouver, ce sont des noms qu'on va retrouver par la suite, repris d'une certaine façon, au début du XVIIe siècle, au moment où sort l'ouvrage de Filippini, qui va avoir un impact considérable sur les familles de notables, qui vont revenir récupérer à l'intérieur de cette construction-là pour se l'approprier. Donc il va y avoir ce phénomène-là. Mais au départ, il y a des familles qu'il donne comme étant des familles venues de l'extérieur. Sur ce plan-là, je pense qu'il a raison.
profondément, il a raison. Alors, ce ne sont pas forcément les Romains qu'il nous décrit, hein, ces gens un peu légendaires, un peu, disons, dans la construction des grands cycles de la chevalerie, etc., autour de Charlemagne. Bon, c'est peut-être pas cela. C'est peut-être effectivement plutôt des seigneurs, des marquis venus de Ligurie, venus donc du contexte, disons, corse, ou de la Toscane ou de la Ligurie à ce moment-là. C'est possible que ce soit plutôt eux que les Romains qu'il nous décrit, mais qu'il y ait une partie de la seigneurie qui vienne de l'extérieur ne me paraît être tout à fait convenable. Ensuite, il y a effectivement l'émergence d'une seigneurie locale, avec des gens qui prennent du poids. Et ça, ce qu'il décrit, on voit bien, notamment, je pense à un certain nombre de seigneurs du nord de la Corse, qu'on voit effectivement apparaître, les Cortinques, par exemple. Eh bien, les Cortinques, alors, on enlève la partie plus ou moins contestable de l'origine des Cortinques que donne Giovanni, il n'en est pas moins vrai qu'il y a là un démarrage des seigneurs qui s'installent progressivement, et ensuite, eh bien, il y a une prolifération des seigneurs, et ça, l'Incastellamento nous le montre. Il y a multiplication effectivement des édifices seigneuriaux, des châteaux d'Agnellistre, et en donne plus de 200. Donc, effectivement, sur l'ensemble de la Corse. Alors, ils ne fonctionnent pas tous en même temps. Ils correspondent vraisemblablement à des périodes il y a des périodes vraiment d'extension du phénomène, avec un Incastellamento, multiplication des châteaux qui me paraît être tout à fait valable. Et puis, il y a vraisemblablement des périodes de rétraction, c'est-à-dire où il y en a un qui devient plus important que les autres, et étant plus important que les autres, il élimine les châteaux, il fait le tri à l'intérieur, il en garde certains, il en élimine d'autres, et il prend plus de poids, et il a beaucoup plus d'importance. Et celui-là, évidemment, c'est celui-là que, d'une certaine façon, Giovanni della Grossa met sur le devant de la scène. Je pense, par exemple, à Giudice de Cinarca. Giudice de Cinarca apparaît véritablement comme étant un personnage qui, à un moment donné, gagne, et c'est très intéressant à lire le texte de Giovanni della Grossa de ce côté-là, c'est-à-dire il y a tout un tas de micro-combats avec des micro-seigneuries autour, auquel il s'impose, et progressivement, au fur et à mesure qu'il avance, eh bien, il prend de plus en plus d'importance, et on élimine effectivement les petits châteaux au profit des châteaux plus importants qui vont constituer d'une certaine façon sa seigneurie. Giovanni della Grossa, qui est né à la fin du XIVe siècle, écrit ses chroniques lorsqu'il se trouve au service du plus puissant des seigneurs corses de son époque, Vincentello d'Istria, héritier des seigneuries de Lecca et de Cinarca. La chronique de Giovanni della Grossa est alors une chronique qui vise avant tout à légitimer le pouvoir de ces seigneurs cinarchesi. Pour l'historien d'aujourd'hui, il faut une nouvelle fois démêler le vrai de l'imaginaire. Sur la seigneurie de Lecca, il y a une partie de l'origine qui est une origine, alors qu'on serait tenté de dire, là aussi, un peu mythique. C'est-à-dire, on a une construction familiale avec un seigneur assez important qui, à un moment donné, se trouve avec des neveux, et ce sont ces positions assez bien connues, c'est-à-dire il leur donne et eux le mettent par terre. Donc il y a cette espèce de construction qu'on rencontrera à plusieurs reprises dans la seigneurie corse, c'est-à-dire d'un côté le bon seigneur, et puis qui se trouve au contact avec des mauvais seigneurs qui font partie de sa famille, et qui, eh bien, là où il va leur donner un morceau, ils veulent prendre le tout, s'emparent effectivement, et progressivement, entre le XIIe et le XIIIe siècle, la seigneurie de Lecca sort progressivement des nimbes. C'est-à-dire qu'on a un château très important qui est Cinarca,
Et on a un château qui est en train de devenir important, qui est Leek. Leek, c'est un petit peu, avant d'arriver à Arbory, sur le côté, on a effectivement l'endroit, et on voit bien la raison pour laquelle on l'a bâti à cet endroit-là. C'est un endroit, un véritable nid d'aigle qui domine complètement la vallée. C'est quelque chose de très important. Leek, et en même temps, Leek devient très rapidement, comme Leek est à proximité de Chinark, on devine très bien que jusqu'à quel point le seigneur de Leek ne vise-t-il pas essentiellement Chinark plutôt que de se préoccuper essentiellement de sa seigneurie. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité pratiquement à s'emparer du château de Chinark parce que c'est le château majeur, disons, de la construction. À partir, on s'intitule Chinarkaise. Effectivement, posséder le château de Chinark est tout à fait essentiel. Alors, on a deux seigneuries de Leek. On a une seigneurie de début, la vieille seigneurie, qui est une seigneurie vicolaise. Et puis on a les extensions de la seigneurie de Leek, c'est-à-dire qu'à partir, disons, du XIIIe siècle, les seigneurs de Leek deviennent beaucoup plus importants, et entre le XIIIe et le XVe siècle, avec des hauts et des bas, il y a eu des hauts et des bas à l'intérieur de cette construction-là, ils ont connu une extension, ils sont montés jusqu'en Balagne, et ils sont descendus donc jusqu'au Tché, donc véritablement en prenant Ajaccio à un moment donné. Hormis les passages relatant les origines de ces seigneuries de Corse, le texte de Giovanni della Grossa est riche de bien de renseignements sur le contexte de développement de la Corse féodale. On y lit clairement que toute la période n'est qu'une succession de petites guerres familiales, toujours motivées par l'avidité de certains leaders, voulant s'accaparer les terres du voisin, alors considéré comme un ennemi ou un opposant. Le texte parle ainsi de personnages plutôt cupides et vaniteux, jaloux du voisin et toujours partants pour en découdre avec lui. La répartition spatiale des châteaux semble confirmer le propos, car le long des vallées, ces châteaux se dressent face à face, comme pour mieux se défier. Dans la documentation qu'on possède, on voit de manière claire qu'on a un seigneur qui s'installe à un endroit, et il n'a absolument pas besoin de s'installer là. Il s'installe là, pourquoi ? Parce que l'autre s'est installé en face. Voilà. Et on a comme ça une espèce de construction basée sur la jalousie qu'on voit de manière claire à l'intérieur des phénomènes, notamment qui sont un peu plus tardifs, mais qui sont bien connus dès le XVe siècle, c'est-à-dire l'opposition entre les rouges et les noirs, par exemple. On voit très bien qu'on construit des tours qui ne servent strictement à rien. Elles servent simplement à marquer le paysage. Je marque le paysage, je construis une tour, lui il construit une tour en face, je monte un étage, il en monte un, et ainsi de suite, et on a une espèce de construction comme ça qui s'effectue avec toute une série d'éléments à l'intérieur même d'un village. Je pense à Homès particulièrement, où véritablement la moitié de ces tours ne servent strictement à rien, sinon à montrer l'importance de tel ou tel groupe.
Alors là, ce ne sont pas des groupes seigneuriaux, mais on devine très bien qu'on est dans la continuité de ce qui s'est fait auparavant. On le voit très bien, notamment pour les Saint-Antonines. Les Saint-Antonines, il y avait un château qui dominait Saint-Antonine. Lorsque le château disparaîtra au milieu du XIVe siècle, la volonté des groupes qui remplacent, donc qu'on va appeler les caporaux, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de remplacer le seigneur. Et donc essayer, si possible, de s'installer sur la hauteur, de dominer le village, d'avoir une position qui est une position dominante. Et donc on retrouve effectivement, tout au long de l'histoire médiévale de la Corse, cette capacité des insulaires à fabriquer donc une construction qui est basée sur la jalousie et sur la haine. Je m'installe à un endroit, je n'ai absolument pas besoin de m'installer à cet endroit-là. J'ai absolument pas besoin, je m'y installe parce que c'est le moyen de faire pendant, de m'opposer à une famille avec laquelle je suis en opposition. L'opposition décrite par Giovanni della Grossa n'est pas une opposition de principe, une prise de position. En réalité, tous ces seigneurs se font la guerre régulièrement et les grandes dynasties de l'île se fondent sur des victoires et des conquêtes militaires. Durant toute la période du Moyen-Âge, les fiefs se font et se défont de manière quasi permanente. Les moments de paix relative correspondent aux périodes où un seigneur prend le dessus sur tous les autres et impose son autorité. Mais ces périodes sont courtes, car la trahison et la rébellion sont monnaie courante. Lorsqu'on regarde ce qui se passe avec Giudice de Cenarque, par exemple, il y a les épisodes de début, une espèce de guerre picrocolline dans l'extrême sud de l'île, lorsqu'ils s'emparent de différents châteaux, etc., avec un épisode affreux, où, à un moment donné, une seigneur locale lui dit venez, cher ami, nous allons bien vous recevoir. Il arrive, elle le fait emprisonner par surprise, par traîtrise. Voilà, donc très bien. Et finalement, il réussit à circonvenir une des proches de la seigneur. Et donc il est libéré par les siens et il donne la seigneur femme. Il la donne purement et simplement à ses hommes. On installe une cabane, etc., et tous les hommes de Giudice de Cenarque peuvent passer sur la seigneur, femme, traîtresse, etc., etc. On voit la façon, toutes les constructions qu'on peut faire à partir de ce moment-là. On voit aussi une espèce d'éléments familiaux, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire il y a beaucoup de trahisons, de changements de camp, beaucoup de combats aussi entre les fils du seigneur et les fils bâtards. Les fils bâtards servent très souvent comme castellans. On les installe dans tel ou tel château, et puis au bout d'un certain temps, le fils bâtard considère qu'après tout, il est sans doute bâtard, mais enfin il est seigneur avant tout, et il sort de la domination de son frère, enfin ou de son demi-frère. Donc il y a effectivement beaucoup d'affrontements. Et lorsqu'on regarde le texte de Giovanni della Grossa, on serait tenté de dire ce ne sont que des affrontements. Il n'y a pas véritablement de période de répit. D'ailleurs, c'est ce que dit d'ailleurs Giovanni della Grossa à partir de la fameuse construction d'Arrigo Belmesser. Après Arrigo Belmesser, la Corse ne connaîtra plus la paix.
Alors que l'ensemble de la Corse est en prise à ces luttes seigneuriales incessantes, le nord de l'île va connaître un destin bien singulier. Il existe en effet, à l'extrémité nord de la Corse, une longue presqu'île rocheuse qui s'avance sur la mer sur une trentaine de kilomètres. C'est le Cap Corse, un promontoire qui fait face à Marseille et à Gênes et qui abrite de nombreux ports. Il se trouve être une sorte de verrou pour cette partie de la Méditerranée et attire, de ce fait, la convoitise des grandes familles génoises. Le Cap Corse est un cas à part. Le Cap Corse démarre, c'est connu parce que là nous avons des documents et qu'en plus c'est de la seigneurie génoise. C'est une seigneurie génoise à l'origine. Ce sont des gens qui sont venus, plus ou moins d'ailleurs en jouant les pachères, parce qu'il y avait des conflits, etc., etc. Ils se sont progressivement installés. Et puis, alors ce sont les Avogari à l'origine, et puis les Pévere. Il y a deux familles qui sont et qui forment un premier ensemble donc de seigneurs. Et puis ces seigneurs qui sont installés vont voir arriver un gros bonnet. C'est-à-dire, à un moment donné, arrive un seigneur beaucoup plus important qu'eux, qui est un demari. C'est ce qu'on avait appelé la seigneurie d'Amare en Corse, mais c'est un demari. C'est un personnage important de Gênes. C'est un amiral qui est au service de Frédéric de Hohenstaufen. C'est un personnage bien connu. Et ce personnage va venir prendre sa place, c'est-à-dire il va s'installer dans la dizaine de communautés du nord du Cap Corse. Lorsque l'amiral Ansaldo d'Amare accoste à Massinage, il commande une flotte importante de plusieurs milliers d'hommes. Il envoie alors des émissaires à la rencontre des seigneurs qui ont bâti leur fief dans le Cap Corse, afin de leur proposer de racheter une part de leurs terres. Bien entendu, ces familles capcorcines n'ont pas les moyens de refuser l'offre, car elles ne disposent pas d'une telle armée. Elles vont donc accepter de céder à cet amiral plus de la moitié du Cap Corse, se repliant sur la partie sud du Cap, entre Brando, Pietracorbara, Canari et Nonza. Ansaldo d'Amare devient le seigneur d'un fief de plus de 250 km² qui forme un vaste promontoire abrupt, s'avançant dans la mer comme un navire. Il n'est rattaché aux autres terres que par son extrémité sud et ne peut être accosté que par un nombre limité de criques battues par les vents. Ce territoire très marin ne peut que plaire à l'ancien amiral, d'autant qu'il offre sans conteste une protection naturelle indéniable contre les autres seigneurs et tous ceux qui voudraient s'en emparer. Ansaldo d'Amare récupère également bon nombre de ports et les anciens châteaux des seigneurs évincés, des châteaux qui en réalité s'apparentent à de grosses tours, contrôlant les voies d'accès. Parmi elles, la Torre di Azeneca, la tour de l'abîme, est un véritable nid d'aigle dominant les marines du Cap. Cette tour que les populations ont par la suite nommée la tour de Sénèque, en référence à sa très grande ancienneté et parce qu'une légende locale voulait que Sénèque y ait résidé, offre une vue remarquable sur toute la seigneurie et la mer Ligure. En dehors de la seigneurie d'Amare, qui elle a une continuité relativement limpide, on a les éléments au fur et à mesure, on connaît la construction. Pour tout ce qui est du sud, des seigneuries du sud du Cap Corse. Les seigneuries du sud du Cap Corse, il y a là non seulement les seigneuries du début, mais il s'est vendu des parts. La seigneurie a éclaté d'une certaine façon en une série de micro-seigneuries
qu'on place tout sous vocable gentile. Parce qu'à un moment donné, un certain nombre de familles, dont les avogats, dont les pères, etc., sont rentrés à l'intérieur de l'albergo gentile. Lorsqu'ils sont entrés à l'intérieur de l'albergo gentile, l'albergo gentile a permis de donner une espèce de construction de façade, disons, en disant, voilà, cet ensemble-là forme l'ensemble gentile des seigneuries gentiles dans le sud, et la seigneurie de Mar est dans le nord. Dans la réalité, c'est plus compliqué que ça. Au début du XVIe siècle, le gentile qui se trouve à la tête de la seigneurie, d'une partie de la seigneurie de Cisco Pietracorbar et d'un morceau de la seigneurie de Nons, est un Pinelli, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a acheté une part de seigneurie et qui n'est pas du tout un gentile d'origine. C'est une autre famille qui fait partie de l'albergo gentile et qui rentre à l'intérieur de cette seigneurie. C'est une seigneurie très complexe. Durant toute la fin du Moyen Âge et une bonne partie de la période génoise, la seigneurie d'Amare devient un exemple de réussite d'une politique fondée sur la délégation d'un pouvoir seigneurial. Les d'Amare resteront toujours fidèles à Gênes et transformeront leur fief en un territoire très productif, exportant notamment du vin vers les marchés de Toscane et jusqu'au Vatican à la table du pape. Le Cap Corse s'imposera alors comme le poumon économique de l'île, le seul à faire rentrer en Corse des monnaies trébuchantes. Cet exemple restera unique en Corse. Dans tout le reste de l'île, les seigneurs apparaissent très turbulents, s'enfermant dans des guerres de territoire, sans mise en valeur particulière de leur terroir. Même à Brando, aux portes de la seigneurie d'Amare, les conflits succèdent aux assassinats. Le seigneur de Brande assassine régulièrement son frère ou son cousin germain ou son neveu ou son cousin issu de Germain d'Herbalung, petit fief de 3 km². Et alors aujourd'hui, dans notre conception de contemporain, ça paraît aberrant. Mais on comprend très bien que lorsqu'on est seigneur de Brande dans l'arrière-pays, si Herbalung appartient à votre frère, vous vous asphyxiez à Brande, vous n'avez plus l'accès à la mer. Par conséquent, il est important de déloger le frère d'Herbalung pour reprendre ce qu'on appelle la marine dans le Cap Corse et pouvoir négocier avec Piombine, avec Livourne, avec Marseille. Donc ces guerres intestines qui existent dans l'ensemble du monde médiéval, ce sont des guerres qui sont économiquement légitimes puisqu'on ne peut pas être asphyxié à l'arrière si on ne peut plus exporter ses laines de mouton, ses vins, pour faire venir des métaux, pour faire venir des produits en argile, exporter du bois du maquis à Gênes contre des produits que l'on ne fabrique pas en Corse, de la poudre ou des armes par exemple. Donc ces guerres intestines sont des guerres économiques qui expliquent les massacres entre seigneurs et entre proches parents notamment. La seigneurie d'Amare sera la seule seigneurie de l'île à traverser les crises politiques, sans encombre véritable et sans réellement dévier de sa ligne de conduite initiale.
Elle s'arrêtera tout naturellement en 1592, faute de descendants. Ailleurs, la situation devient rapidement problématique pour les populations, premières victimes des guerres continuelles entre seigneurs. En 1357, un grand mouvement de révolte populaire conduit à la destruction de tous les châteaux de l'île, si l'on accepte ceux du Cap Corse. Ce mouvement populaire est en réalité encadré par les Génois, même si de nombreuses places fortes sont prises par les paysans eux-mêmes, sans aide extérieure. L'archéologie nous montre qu'en fait, dans la réalité, la pierre remplace le bois. C'est-à-dire qu'on a jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, le gros des édifices sont en bois, avec une part en pierre, mais qui est limitée. Et à partir du XIIIe siècle, la part de la pierre devient plus importante. Donc lorsque on imagine les châteaux des Xe, XIe, XIIe siècles, il faut quand même se rendre compte que la plupart du temps, ce sont des édifices en bois, ce sont des édifices relativement faibles. C'est vrai pour la Corse, c'est vrai pour partout. Lorsque l'abbé Sugère raconte les opérations avec Louis VI le Gros en Auvergne, en quelques semaines, ils éliminent je ne sais pas combien de dizaines de châteaux. S'ils avaient eu véritablement à faire le siège de châteaux, ils n'auraient pas éliminé tous ces châteaux. Ça veut dire que les châteaux en question sont des points forts avec une petite palissade, quelque chose d'assez léger, disons. Ou bien alors ce sont des édifices effectivement qui ressemblent à une tour ou à quelque chose d'équivalent. Regardons le château de Castello di Rostino tel qu'il est décrit par Daniel Istre, avec des périodes différentes, avec des périodes en bois, des périodes en pierre. Et oui, on a un édifice qui reste un édifice assez peu important au point de vue de la taille, en sachant que malgré tout, ça n'est pas le plus petit. C'est un château qui est un château, disons, d'un niveau plus important que beaucoup d'autres châteaux de l'île. Et lorsque on effectue des fouilles, on se rend compte que la plupart du temps, il s'agit d'édifices de peu d'importance. Selon Giovanni della Grossa, la révolte paysanne est menée par un personnage légendaire, Sambucuccio d'Alando, un homme du peuple, précise-t-il, mais plein de bravoure. Autour de lui, une véritable armée s'est formée, une armée capable de renverser par le nombre n'importe laquelle des armées seigneuriales de l'île. Un château peut être tenu par très peu de monde. On le sait par les combats, y compris dans des châteaux beaucoup plus importants que les châteaux insulaires. En fait, dans la réalité, il faut quelques individus pour tenir un château. Donc n'imaginons pas que le siège de Chinarca que nous décrit à un moment donné Giovanni della Grossa se soit effectué avec plusieurs centaines d'individus, certainement pas. C'est quelques dizaines de combattants de part et d'autre, et ces combattants ont autour d'eux une petite troupe. Voilà. Giovanni della Grossa nous raconte alors une véritable fable, dans laquelle l'armée populaire corse s'empare de tous les châteaux de l'île, à l'exclusion des présides génois de Bonifacio et de Calvi. Selon ses dires, cette armée désigna des représentants qu'elle envoya ensuite à Gênes pour se placer sous son autorité afin de ne plus jamais avoir à souffrir des exactions commises par les seigneurs. Les historiens d'aujourd'hui ont bien entendu une autre vision de ce qui s'est réellement passé en ce milieu du XIVe siècle. Si la révolte est indiscutable, le déroulement des opérations semble assez éloigné de ce que nous a décrit Giovanni della Grossa. Sambucuccio d'Alando n'apparaît dans aucun texte officiel et la révolte se révèle totalement orchestrée par Gênes, sous l'impulsion de son doge Simone Boccanegra.
sur les mouvements de 1357. Nous avons aujourd'hui, grâce notamment aux travaux de Giovanni Pettibaldi, une construction qui est, à mon avis, indiscutable. La seigneurie a été éradiquée dans toute l'île. Alors elle a été éradiquée parce qu'il y avait une connexion qui s'est créée entre ce qui se passait en Corse et ce qui se passait en terre ferme, c'est-à-dire en Ligurie, autour d'un doge qui était Simone Boccanegra. Simone Boccanegra, on le voit de manière claire, notamment avec l'occupation des châteaux d'Oncinarca par soit des Calvés, soit des Bonifaciens, c'est-à-dire qu'on a véritablement là l'intervention des Génois en faveur de la révolte, et on a l'éradication quasi totale. Restent quelques châteaux dans le nord, c'est-à-dire les châteaux du Cap Corse, et puis il reste quelques châteaux qu'on a conservés pour X raisons. Mais globalement, le mouvement de rébellion à l'intérieur de l'île est quelque chose qui est indiscutable. On a, dans le milieu du XIVe siècle, vu la disparition du système seigneurial tel qu'il existait. Ce qui s'est passé, c'est que on s'est arrêté là, on a arrêté le film là, alors que dans la réalité, les choses qui suivent sont différentes, pour des raisons identiques. Première chose, les doges qui suivent Simone Boccanegra ne sont pas forcément sur la même position que lui. Lui avait une position antiseigneuriale, une position très antiseigneuriale, si vous voulez, c'est une opposition entre la ville de Gênes et son environnement. Et dans son environnement, il y avait un certain nombre de seigneurs. Ces seigneurs posaient toute une série de problèmes à des marchands, puisque le système génois était essentiellement un système marchand. Donc, il fallait combattre ces seigneurs. Donc, il a aidé à l'éradication, d'une certaine forme de seigneurie dans les environnements de Gênes. Et donc, il a tout naturellement aidé les Corses dans cette même optique. La contrepartie, parce que contrepartie il y a, la contrepartie, elle apparaît dans Giovanni della Grosse, elle est masquée ensuite dans le texte qui sera repris par Marcantonio Ceccaldi, qui essaye de présenter les choses comme une espèce de construction où les Corses et les Génois se retrouvent ensemble. Dans la réalité, il y a une dédition, c'est-à-dire que les Corses se donnent à la commune de Gênes. C'est ça le 1357. 1357, c'est pas seulement la disparition de la seigneurie, c'est le fait de se donner à la seigneurie, directement à la commune de Gênes. Le problème qui se pose, c'est que comme la suite de la commune de Gênes n'a pas le même intérêt pour la Corse que ce qu'avait pu montrer Simone Boccanegra, qui avait envoyé quand même son frère en Corse comme gouverneur. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les seigneurs du sud de l'île reviennent en Corse, se réinstallent progressivement et ils vont faire appel évidemment à la puissance en Méditerranée qui leur est la plus proche, c'est-à-dire les Aragonais. Donc on va avoir une terre des seigneurs dans le sud, et puis le nord de l'île va rester à la commune de Gênes, terra del comune, et la terre dépendant directement de la commune de Gênes, puisque c'est ça. Et puis le Cap Corse, évidemment, toujours seigneurial. Donc des seigneurs dans le Cap Corse, des seigneurs dans le sud de l'île, qui progressivement se réinstallent, et puis au centre, un gros morceau qui reste effectivement directement sous la domination directe de la commune de Gênes. Le milieu du XIVe siècle voit donc s'imposer pour la première fois la puissance génoise dans l'île. Gênes possède déjà 2 places fortes portuaires, Bonifacio et Calvi, créées à l'extrême fin du XIIe siècle et à la fin du XIIIe siècle. Mais toute l'île reste sous la domination des seigneurs locaux,
dont nous avons vu que les origines étaient pour la plupart d'entre eux incertaines. Sous l'impulsion de Simone et Boccanegra, l'île sort un temps du système féodal où elle se trouvait depuis la fin de l'Empire romain. Mais ce temps est très bref et les seigneurs du sud de l'île reprennent rapidement leurs possessions, leurs guerres et leurs rivalités. Ces seigneurs, une première fois vaincus par Gênes ou à cause de la politique génoise, regardent alors du côté de l'Aragon, afin de trouver de nouveaux soutiens capables d'assurer leur maintien sur leur fief. L'un d'eux, Vincentello d'Istria, s'impose alors comme le plus puissant de tous. Au XVe siècle, on a une grande figure en Corse qui est celle d'un seigneur corse, qui est un feudataire, donc propriétaire de fief, qui est Vincentello d'Istria. Et Vincentello appartient à ces familles seigneuriales d'extraction chevaleresque. Il y en a très peu en Corse, il y en a à peu près 6. Il y a les Bozzi, les Della Rocca, les Lecca, les Istria, les Ornane dans la Corse du Sud, les Gentili à Vogari et Damar dans la Corse du Nord. C'est à peu près tout. C'est la très vieille noblesse corse, c'est celle-ci qui a comme symbole assez souvent sur ses armoiries la balance, le symbole de justice. Et donc les Corses ont besoin de justice. La justice, assez souvent, on a du mal à la faire respecter entre soi. On cherche toujours un arbitre qui est plutôt un arbitre extérieur. Et donc la Corse cherche des arbitres entre ces différents seigneurs, entre ces différents feudataires. Alors les arbitres, ou c'est la République de Gênes, ou c'est la papauté, avec une Corse donnée autrefois plus ou moins comme patrimoine de Saint-Pierre à la papauté, et c'est une puissance que l'on appelle un peu à tort un pays, l'Aragon, mais l'Aragon, ça n'est pas qu'un pays, c'est un empire. C'est un empire méditerranéen, très différent de la Castille d'ailleurs, qui lui regarde vers l'Atlantique, et l'Aragon, c'est les Baléares, Majorque, Minorque, Ibiza, et donc c'est cette tentation d'une Méditerranée orientale vers la Corse. Et donc plusieurs Corses qui seraient hostiles à Gênes cherchent plutôt un autre suzerain, une autre souveraineté dont ils dépendraient, qui est Barcelone. Et par conséquent, Vincentello d'Istria, c'est un gentilhomme, extraction chevaleresque, une culture d'un bon noble de la fin du XIVe, début du XVe, puisqu'il meurt en 1434, exécuté par les Génois, et donc il se met au service de l'Aragon. Vincentello d'Istria descend en ligne directe de la branche seigneuriale des Cinarca. Il est le neveu d'Arrigo della Rocca, puissant seigneur qui a combattu sous la bannière aragonaise. Cet engagement familial auprès de l'Aragon fait que Vincentello est un proche de la famille royale, entretenant une véritable correspondance avec le roi d'Aragon en personne. Il se voit alors confier par le souverain la tête d'une flotte de galères pour conquérir la Corse. Vincentello s'empare en premier lieu du château de Cinarca, alors occupé par un seigneur pro-génois, puis mène une série d'opérations dans l'île, au cours desquelles il prend le château de Biguglia et celui de Bastia. Victorieux, il se fait élire comte de Corse en 1407, par une assemblée populaire entièrement vouée à sa cause. Mais la décennie qui suit cette élection est une nouvelle période de lutte, marquée par les victoires et les échecs, car se dressent contre Vincentello des coalitions pro-génoises fomentées par des seigneurs rivaux, notamment les Della Rocca, les Ornano et les Damare du Cap. L'ascension d'Alphonse V sur le trône de l'Empire d'Aragon donne un nouvel élan à Vincentello, qui se trouve alors conforté dans son rôle de chef de guerre et reçoit le titre de vice-roi de Corse en 1421. Il fonde le château de Corte, une grosse tour bâtie sur un piton rocheux inaccessible, comme un véritable nid d'aigle. Cette tour initiale existe toujours, mais elle est désormais insérée dans une bâtisse construite bien plus tard, au temps de l'occupation génoise, puis française. Pour Vincentello, ce château est une place forte stratégique, verrouillant l'unique voie de circulation à l'intérieur de l'île, entre Ajaccio au sud et Calvi ou Bastia au nord.
C'est aussi un endroit symbolique très fort, qui rayonne depuis le centre de la Corse vers tous les rivages, toutes les seigneuries et tous les présides. Vincentello d'Istria affirme ainsi son autorité sur tous les autres seigneurs de l'île, qui se soumettent alors, bon gré, mal gré. Tous les grands seigneurs corses constituent, comme partout ailleurs dans toute l'Europe, une sorte de panier de crabes. Et donc chacun cherche forcément des alliés qui sont les ennemis de ses propres ennemis. Et donc on voit des familles comme les Gentili, elles vont s'allier au prince de Piombine, de façon à lutter contre les Damars. Les Istria, les Ornano, les Della Rocque se massacrent entre eux de façon épouvantable. Chez les Ornano, on va étouffer sous des oreillers les vieux oncles, on les étouffe comme ça, il n'y a pas de traces. On attache la cage thoracique de façon à les priver d'air, mais il n'y a pas de coup de poignard, il n'y a pas de coup de couteau, on ne laisse pas trop de traces dans un monde chrétien. Et donc, on est toujours trahi, et ça sera encore le cas de Sampiero Corse avec le fameux Vitolo qui a trafiqué l'arquebuse en 1567 pour l'empêcher de tirer sur ses agresseurs, à cause des cousins de son épouse. Les Ornano sont les cousins de Vanina, ils veulent récupérer le fief d'Ornane et ils trahissent donc la cause de Sampiero. Donc pour Vincentele, comme pour Reinucci, comme pour Sampiero, comme pour Pascal Paoli et Napoléon, il n'y a jamais d'unanimité. Il n'y a jamais d'unanimité de toute façon autour d'un individu quel qu'il soit. Et il y a donc toujours une collusion, soit avec Gênes, soit avec l'Aragon, soit avec les Napolitains, soit avec les alliés anglais du temps du royaume anglo-corse ou français. Il y a toujours forcément un regard extérieur sur une île qui représente un enjeu géostratégique considérable. En 1434, Vincentello est capturé en mer par des soldats à la solde de Gênes. Les sources relatant cette capture sont contradictoires, de sorte que l'on ne sait pas très bien si le vice-roi de Corse fut capturé au large de Porto Torres, au nord de la Sardaigne, ou à la sortie du port de Bastia. Peu importe après tout, ce dont on est sûr, c'est qu'il est emmené à Gênes, jugé comme traître et décapité sur les marches du palais ducal devant une foule réunie pour l'occasion. De joyeuses clameurs accompagnent la tête du félon lorsque, détachée du corps, elle roule de marche en marche. Vincentello d'Istria ne fut pas le dernier des seigneurs corses. D'autres suivront dans le sud, sur les terres de Chinarca, jusqu'au début du XVIe siècle. Dans le Cap Corse, la seigneurie d'Amare aura même une plus longue longévité, s'achevant en 1592 à la mort de Barbara d'Amare. Mais la chute de Vincentello d'Istria marque un vrai tournant dans l'histoire de la Corse, car elle coïncide avec le renoncement des prétentions aragonaises sur l'île. En ce début du XVe siècle, la Corse bascule tout entière sous l'autorité génoise. Attention, cela ne veut pas dire que l'île en a fini avec les situations confuses, avec les rivalités et les guerres. Non, certainement pas. Les siècles qui suivent vont à leur tour peser terriblement sur les populations insulaires. Mais les luttes féodales, qui empoisonnaient l'existence du petit peuple misérable, appartiennent désormais à un passé moyenâgeux révolu. L'île s'engage ainsi vers une nouvelle destinée, celle d'une terre colonisée, administrée par Gênes.